Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont partis du côté de Doha, Qatar, à l'invitation de l'émir du Qatar, l'émir dont je vais retrouver le nom, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour tenter de trouver la solution aux problèmes qui perdurent depuis des décennies du côté de l'Est de la RDC, mais bien plus suite au conflit entre les deux pays dont nous parlions généralement souvent ici. D'abord, est-ce que vous comprenez le déplacement de ces deux chefs d'État qui sont allés trouver réponse du côté de Doha? Est-ce que peut-être ils se sont dit la solution pourrait venir de là-bas ou il y a d'autres perspectives? Je crois que les Africains font honte. Ils font très souvent honte. Et quelquefois, il faut qu'il y ait au moins une personne qui puisse dire à nos chefs d'État d'arrêter de nous faire honte. Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir en Afrique? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir tous les deux, avec vos deux gouvernements, en tout cas les ministres impliqués, et de discuter? Mais au moins, cette rencontre révèle une chose. Donc, le drame qu'il y a en RDC, le M23 n'est qu'un faire-valoir. C'est donc le Rwanda, comme on l'a toujours pensé, qui est à la manœuvre. Puisque c'est le Rwanda, qui est le président du Rwanda qui s'en va rencontrer le président du Congo, de la RDC. Donc c'est le Rwanda qui est effectivement à la manœuvre. Maintenant, cette vérité est établie. Puisque cette vérité est établie et que nous connaissons les dessins miniers des pays du Golfe, de l'or au coltan, du diamant à tout le reste, on comprend donc très bien que, en réalité, beaucoup de présidents africains sont manipulés par les puissances de l'argent. Ils n'ont pas la consistance suffisante pour résister au soft power de l'argent. C'est quelque chose de terrible. Comment ils auraient dû se rendre compte que tant que les problèmes africains seront réglés par des étrangers et non pas par des Africains, entre eux, la palabre africaine qui célèbre tout le temps, là, ils bavardent partout. Ouais, il y a la palabre africaine, il y a les valeurs africaines. Mais vous faites honte à l'Afrique, vous faites honte à vos ancêtres africains. Certes, ce qui importe finalement, c'est qu'on trouve une solution. Où est-ce qu'elle sera trouvée? Bon, qu'on trouve une solution et que les gens arrêtent de mourir. Et que les Congolais puissent enfin s'asseoir. J'espère qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont pouvoir régler définitivement la question. Que les Rwandais et les Congolais, comme ils ont promis de continuer les discussions, qu'ils continuent les discussions, mais il y a quand même 2 ou 3 interpellations. C'est pas le premier accord. Avec le même M23, je crois qu'il y a un accord en 2013. Et c'est toujours rompu. Et d'ailleurs, ils viennent de faire volte-face. Lorsque c'est le président angolais qui a annoncé les négociations, ils ont fait volte-face. Qui a ordonné au M23 de quitter la table des négociations? C'est probablement le Rwanda, puisque le Rwanda allait au Qatar. Et vous voyez comment les gens désossent le peu de crédibilité que les Africains peuvent construire. Le président angolais se bat, et je vous disais ça l'autre jour ici, que la difficulté qu'on a, c'est que le Congo fonctionne en dilettante. C'est-à-dire que vous confiez le dossier au président angolais ou vous ne lui confiez pas le dossier. Mais on ne peut pas confier le dossier au président angolais, après vous êtes au Qatar. En fait, ils sont contents. Les Africains sont contents d'aller au Qatar, d'aller à Marcoussis, d'aller... vous voyez, ils sortent d'ici, et d'aller à Riyad, d'aller dans les autres pays pour discuter. Ils ne peuvent pas discuter à côté là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller là à Luanda pour régler le problème. Or, quel est l'intérêt d'aller à Luanda? C'est que c'est la CEAC qui règle un problème. Donc les membres de la CEAC peuvent se parler et peuvent parler entre eux de choses dures, de choses qui fâchent, de choses délicates et arriver à trouver une solution à ces problèmes. C'est toute la force des pays de l'AES qui ont dit on peut s'asseoir et régler nos problèmes nous-mêmes. Pour quelle raison les Africains, il faut que ce soit l'émir du Qatar qui les réunisse comme 2 gamins? Alors que ça fait des années que
des présidents africains essaient, je crois qu'il y a le président Sassou Nguesso qui s'y était essayé également. Des présidents africains essaient de les réunir, ils ne vont pas. Ils n'y arrivent pas. L'Union africaine essaie d'organiser quelque chose, ils ne vont pas. Mais pendant la discussion avec l'émir du Qatar, il dit oui, selon les termes qui avaient été arrêtés par l'Union africaine, on va quand même le cesser, le feu aura lieu. Quel était donc l'intérêt de perdre des mois, de faire mourir des dizaines de milliers de gens, de fatiguer la planète tout entière et finalement de dire que oui, c'est comme l'Union africaine avait demandé le cessez-le-feu là. Mais il fallait le faire immédiatement quand l'Union africaine l'a demandé. C'est ça qui manque. Et c'est pour ça que les panafricanistes doivent sérieusement pousser leur agenda. Ils doivent pousser leur agenda parce que je comprends tout naturellement, et vous le voyez, hein, les investissements par exemple d'un pays comme la Chine sont très limités en Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Mais regardez tout ce qu'ils investissent en Afrique australe, en Afrique de l'Est, et même dans des pays, certains pays d'Afrique de l'Ouest. La présence russe, pourquoi elle a du mal à prendre? La présence des BRICS, pourquoi ça a du mal à prendre? Même des pays européens comme l'Allemagne ont du mal à investir en Afrique centrale parce que les gens ne sont pas crédibles. Vous avez tout le temps l'impression qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Les gens ne s'aiment pas entre eux alors qu'on devrait d'abord nous aimer. C'est le phénomène des cercles concentriques. Ça doit commencer par nous ici. La réflexion qu'un des appelants faisait tout à l'heure, lorsqu'il disait que le combat que nous menons est extrêmement important, mais il y a certains qui semblent ne pas le comprendre. Il faut que ce combat se matérialise dans nos actes de tous les jours à travers le fait de savoir que nos problèmes, c'est d'abord entre nous que nous en parlons. C'est entre nous que nous cherchons les solutions. Nous pouvons demander l'aide des autres. On n'a pas dit qu'il faut fermer l'Afrique centrale ou l'Afrique aux autres, ou le monde noir aux autres. Mais nous devons, à chaque fois, d'abord essayer de faire les choses entre nous. Et toujours d'ailleurs, nous donner comme objectif de régler les problèmes entre nous. Il y a je sors par là, des remarques quand même qu'il faut faire. Vous allez au Qatar, vous dites oui, le cessez-le-feu, il y en aura un, mais pendant que vous êtes en train de dire que vous vous êtes accordé sur le cessez-le-feu, le M23 est en train de faire des incursions partout et il y a des gens qui sont massacrés. 2, personne n'a vu un communiqué. Vous avez vu un communiqué? Personne n'a vu un communiqué officiel dans lequel vous dites exactement quels sont les termes de vos négociations. Qu'est-ce que vous êtes allé vendre au Qatar? Quand on connaît le lien du Qatar avec la France, le Rwanda. Commençons par là. Vous allez voir le triangle tout de suite. Quand on commence, et vous savez qu'au Cameroun, quand on dit triangle, c'est pas très agréable. Vous savez ça, non? Au Cameroun, quand on dit triangle, ça veut dire que c'est une escroquerie. Vous connaissez les liens du Qatar avec la France. Vous connaissez les liens bizarres de la France avec le Rwanda. Et vous connaissez les liens du Rwanda avec le Qatar. C'est quoi ce triangle dans lequel la RDC se retrouve? Donc, personne n'a vu de communiqué, personne ne sait exactement ce qu'ils se sont dit. Et puis, troisième chose, s'ils se sont entendus, pour quelle raison est-ce qu'on ne voit pas un calendrier de retrait des soldats rwandais et un traitement, un aménagement de la question du M23? C'est ça qu'on appelle s'entendre, je crois. Vous avez un calendrier, vous avez un plan d'action, vous avez des actions arrêtées, vous avez des délais, et vous dites qui va financer ça. Mais je vous dis encore, les dessins miniers des pays du Golfe, le soft power des pays du Golfe, le pouvoir de l'argent auquel cèdent un certain nombre de dirigeants africains, il faudrait qu'on fasse très attention. Je n'ai pas beaucoup confiance dans ce qui s'est passé au Qatar. J'estime que si c'était du solide, il n'y aurait pas eu l'attaque que le M23 a lancée immédiatement après l'annonce de cette rencontre. Et j'estime que quand on dit qu'il y a un accord c'est quelque chose qui est écrit. Et je ne pense pas que deux pays qui sont en guerre, parce que maintenant on sait très bien que c'est le M23, en fait c'est le Rwanda, puisque le président congolais a rencontré le président du Rwanda, pas le responsable du M23, de l'AFC. Ça veut dire deux pays qui sont en guerre, quand ils s'asseyent, on l'a vu évidemment avec la Russie et les États-Unis. Parce que la guerre, ce n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre la Russie et le bloc occidental mené par les États-Unis. Donc le leader de ce bloc a parlé avec la Russie. Et on a vu point 1, point 2, point 3, point 4, point 5.
Alors, là, dans leur rencontre du Qatar, là, les points là sont où? Il n'y a pas de communiqué officiel. Très bien. Merci à vous, docteur Timba. Il faut, docteur, j'allais dire triple A, notamment sur cette question, docteur Yamba évoquait la question notamment de cette faisabilité, et c'est là où également nous souhaitons parler de l'absence de communiqué, mais toujours est-il que selon les informations qui ont été rendues publiques au moment où les trois dirigeants sont rencontrés, ils ont salué les avancées du processus de Luanda et de Nairobi, ce que relevait Dr Yam, qui est un peu comme une sorte de porte-info au moment où ils sont interpellés dans des sommets où ils ne vont pas, de Luanda et de Nairobi, ainsi que celle du sommet conjoint EAC-SADC, et notamment ont affirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Alors moi, la question que je vais vous poser, quand on a suivi Dr Yam tout à l'heure, qui a évoqué justement le fait que certains Africains font honte à l'Afrique, les sommets de Dar es Salaam qui sont tenus du côté le 8 février récemment, ce sommet conjoint, on n'a pas vu ces chefs d'État réunis. D'ailleurs, même le président Kagame, je crois, c'est lui qui aurait fait le déplacement. Celui de la RDC a participé par vidéoconférence. Après, c'est là que nous avons su cela. Lors du 38e sommet de l'Union africaine, le 15 février, du côté de l'Addis Abeba, ils n'ont pas eu à participer. Le président de la RDC est rendu du côté de Munich pour aller évoquer sa situation. Ça a eu à faire ce que ça a eu à faire là-bas. Récemment, il y a encore eu cette médiation engagée avec le président Raoul Lourenço de l'Angola, une énième tentative. On a annoncé justement des pourparlers, des négociations qui devaient se faire. L'AFC M23 a souligné qu'il y a des blocus qui vont l'empêcher d'y avancer. Quand ces dirigeants maintenant vont du côté du Qatar, est-ce qu'ils sont sérieux dans leur façon d'agir? Écoutez, il y a 4 choses à dire relativement à cette problématique. La première, M. Ouaha, c'est que lorsqu'on est un dirigeant sérieux, pour reprendre votre narratif, on doit être cohérent. Lorsqu'on prend une trajectoire, on doit pouvoir rester cohérent. Monsieur Félix Tshisekedi Kilombo a déclaré qu'il est hors de question de négocier avec le M23. Je crois que tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Que s'est-il passé? Et que les conditions n'étaient pas encore réunies non plus pour discuter ou négocier quoi que ce soit avec Kagame. C'est vérifiable ce que j'ai dit. Que s'est-il passé pour que cette rencontre soit organisée en catimini? Parce que tout le monde a été surpris de que Rwanda dit je ne vais pas à Rwanda. Tshisekedi dit j'envoie les représentants à Rwanda. Mais lui, plutôt, Kagame et lui sont plutôt visibles au Qatar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Qatar, comme l'indiqué tout à l'heure, Yamtimba, est très proche du Rwanda pour des raisons géoéconomiques, bien évidemment, parce que le Qatar a des grands projets d'investissement de ce côté qui voudrait préserver, je crois. Donc, de ce point de vue, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus le Qatar qui voulait jouer la carte de la préservation des intérêts du côté du Rwanda au regard des sanctions de l'Union européenne, entre guillemets, et de la Belgique, parce que de plus en plus, la communauté internationale commence à être regardante de ce côté-là. La deuxième chose qu'il faut mettre sur la table, et ça c'est mon point de vue, contrairement à ce que les évêques de Kinshasa ont déclaré, qu'il fallait privilégier, il ne fallait pas mettre sur la table l'option militaire, il fallait privilégier l'option de la négociation. Mais ce sont eux qui ont été quand même l'origine de ça, hein, l'Église catholique. Ça, il faut quand même le rappeler. Hein. Ah oui, si. Ce sont eux qui ont été à l'origine de ces désordres que nous notons depuis, que nous observons depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Je ne veux pas aller plus loin. Alors ça, c'est important de le dire. Maintenant, ils ont maintenant l'arrogance de dire qu'il faut privilégier l'option diplomatique, l'option de la négociation, en lieu et place de l'option militaire. Or, moi, je pense qu'il faut, dans le contexte actuel, il faut privilégier l'option militaire, c'est-à-dire demander d'abord au M23 de sortir, de libérer les territoires conquis pour engager quelques négociations. La troisième chose qu'il faut indiquer, là je reprends à votre question,
Je crois que c'est mardi dans la revue, avec Antéressi, je disais clairement relativement à cette actualité-là que les Africains ont un problème de complexe d'infériorité. C'est-à-dire que, notamment, ils ont un problème avec leurs institutions, soit sous-régionales, soit continentales. Elles sont ce qu'elles sont, ces institutions-là, mais quand il s'agit des démarches bilatérales, ça devrait quand même susciter un certain respect, une certaine considération. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que Kagame refuse d'aller en Angola, mais court au Qatar, pour discuter de la même question, n'est-ce pas, de l'agression de la République démocratique du Congo par son pays avec ses acolytes n'est-ce pas, des M23. Ça traduit tout simplement le fait qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème, n'est-ce pas, de quoi? Ce n'est pas un problème de crédibilité. C'est un problème de considération, n'est-ce pas, au niveau des institutions africaines, mais surtout au niveau même des certains dirigeants africains. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Déjà, il faut noter, M. Ouaha, que la balade de Tshisekedi du côté du Qatar divise l'opinion politique congolaise. Et à juste titre. Tout à l'heure, j'indiquais clairement que quand on est un dirigeant, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et je m'attendais à ce que Tshisekedi fasse preuve de fermeté sur cette question. Hier, j'ai suivi un média hexagonal qui s'est laissé aller dans la campagne de communication de Kigali en ce qui concerne ces minéraux, les gisements des minéraux, parce que semble-t-il, on l'accuse d'aller exploiter les minéraux congolais, alors qu'il est détenteur de plusieurs gisements, notamment d'uranium, de coltan et consorts. C'est passé à TV5 Monde, au journal de 21h30. C'est une campagne de communication que j'ai trouvée très suspecte. Très très suspecte. Pourquoi maintenant? Et puis ce qui nous a été présenté comme étant la cartographie des minéraux stratégiques du Rwanda me pose un problème. Parce que il a été présenté dans ces médias-là les gisements d'exploitation du coltan, de lithium, j'en doute fort que ce soit là-bas, du cobalt, j'en doute fort également que ce soit là-bas. Bref, mais quand vous regardez la cartographie minière du Rwanda, je ne suis pas certain que ce que j'ai vu hier peut contribuer, pour pousser l'Union européenne à signer les mémorandums d'entente en vue de l'exploitation de ces matières critiques avec le Rwanda. Non, il y a un problème. Si oui, pourquoi est-ce que le M23 ne vise que les villes, n'est-ce pas, qui sont dotées de ces matières premières stratégiques, entre autres? C'est une question qui reste ouverte. La quatrième chose, et je sors par là, je crois que je vais inciter à redire que la solution à la crise, à cette situation sécuritaire, se trouve au Congo. Et j'ai le sentiment justement que M. Tshisekedi est allé chercher, il est allé au Qatar, non pas. J'ai envie de dire un accord de paix, notamment avec le M23, mais il est plutôt allé chercher un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, j'ai envie de dire unilatéral, parce que régulièrement nous avons vu le M23 s'engager dans un cessez-le-feu non concerté, donc unilatéral et non conditionné. Inconditionnel. Bon. Voilà pour répondre à Yamtima qui tout à l'heure demandait qu'est-ce qu'ils sont dit à la fin. À la fin, M. Tshisekedi a obtenu un cessez-le-feu inconditionnel. Mais pendant qu'il obtient le cessez-le-feu inconditionnel, le même jour, vous avez les avancées des M23. Voilà donc un problème. Donc le problème reste tout entier. Donc la solution
au problème congolais, au problème du M23 se trouve au Congo. Et de mon point de vue, il est hors de question de négocier avec le M23, puisque nous savons qui est derrière. Qui sont derrière le M23, parce qu'ils sont nombreux, qui soutiennent justement cette armée-là. Et puis le Qatar, nous connaissons que c'est très souvent le financier des terroristes. Le Qatar n'est jamais quelque part par hasard. Et ça, c'est important de le préciser.